On enchaîne alors avec le thème des paralysies faciales et maintenant on est arrivé au cinquième chapitre de ce cours, c'est le diagnostic étiologique qui est un chapitre extrêmement important parce que c'est le moment où le praticien doit commencer à raisonner, à travailler sa cervelle pour pouvoir trouver l'étiologie responsable de cette paralysie faciale. Et s'il en connaît l'étiologie, on pourra la traiter facilement parce que souvent, alors les moyens thérapeutiques sont offerts. On va commencer alors par le cas de paralysie faciale centrale ou de déficit facial central. Et donc, à l'instar, on va dire, de tout syndrome neurologique, la démarche diagnostique et thérapeutique doit comporter les étapes suivantes qu'il faudrait suivre rigoureusement pour pouvoir déjà, c'est-à-dire prévoir la région du système nerveux central ou périphérique atteinte. Déjà, nous avons le diagnostic topographique. Si nous avons le diagnostic topographique, c'est le chemin vers les explorations ou les examens complémentaires qui nous est tracé. Si nous avons le chemin, on peut trouver facilement les examens complémentaires nécessaires. Si l'on demande alors des examens appropriés, donc bien placés, on pourra retenir le bon diagnostic et aller dans la bonne voie thérapeutique. Voilà en gros comment on devrait raisonner. D'accord. Et puis, nous avons en premier lieu, donc la première étape dans cette démarche diagnostique puis thérapeutique, c'est en premier lieu une démarche diagnostique, c'est l'identification et la caractérisation du déficit neurologique. Il faut qu'on sache de quoi il s'agit, d'accord, c'est un déficit neurologique, il faut qu'on l'identifie, c'est-à-dire il faut qu'on l'observe, il faut qu'on le note, et il faut également qu'on le caractérise, d'accord, parce qu'il y a pas un seul déficit neurologique dans le monde, il y a 1001 déficits neurologiques, donc là, il faut établir un diagnostic syndromique, c'est-à-dire recueillir les différents signes qui caractérisent ce déficit, constituer un syndrome. Une fois le regroupement syndromique fait, nous avons un syndrome en tête, d'accord. On doit prévoir la topographie, c'est-à-dire l'anatomie de la région du système nerveux atteinte et qui est à l'origine de cette symptomatologie. Là, c'est la première étape. C'est le regroupement syndromique ou le diagnostic syndromique. Ensuite, topographique. Nous avons constitué un syndrome, on doit donc, c'est-à-dire, on va dire, fabuler ou affabuler sur l'origine topographique, bien qu'elle soit susceptible d'être fausse. D'accord. On peut se tromper et c'est permis. En deuxième lieu, on identifie le mécanisme et la cause sous-jacente. C'est le diagnostic étiologique et qui est notre objectif capital. Donc, c'est de retrouver ou de retenir l'étiologie, d'accord, de ce déficit. D'où vient ce déficit et par quel mécanisme ce déficit est survenu. Le diagnostic étiologique est orienté par les critères suivants. Alors, il y a plein de critères qui nous font évoquer une étiologie et qui ne nous font pas penser à une autre étiologie, d'accord, qui nous oriente directement vers une étiologie bien précise. Pourquoi? Parce que c'est les caractères, d'accord, c'est les caractères de l'étiologie qui sont présents, d'accord. Et c'est ce qui nous fait évoquer cette étiologie. Nous avons le mode de début et le profil évolutif. Là, c'est de façon générale, en dehors des paralysies faciales. Dans tout syndrome neurologique, voilà comment il faut raisonner et voilà la démarche qu'il faudrait rigoureusement suivre. Le terrain du malade, d'accord. Les antécédents, le contexte et les signes associés, d'accord. Le contexte dans lequel est survenu ce déficit, le terrain du malade, d'accord. Donc parfois le terrain est très fragile, parfois le terrain est solide, c'est un sujet jeune, etc. Et les signes qui sont associés au syndrome, d'accord. Les examens complémentaires sont orientés, voilà, par ces différents critères donc de l'étiologie, on va dire. C'est une étiologie hypothétique, d'accord? C'est une étiologie qu'on n'a pas encore confirmée.
Et les examens complémentaires orientés vont nous permettre d'identifier la maladie causale. Donc, on va identifier le mécanisme et la cause sous-jacente, d'accord, via ces examens complémentaires. Et qu'est-ce qui fait que cet examen complémentaire est demandé et celui-ci n'est pas demandé? Voilà. C'est en fait le mode de début, le profil évolutif, comment le syndrome s'est installé, le terrain, les antécédents, le contexte, les signes associés et plein d'autres choses. D'accord. En troisième lieu, nous avons retenu notre diagnostic étiologique au terme de toutes ces explorations, au terme de toutes ces investigations auxquelles nous avons fait appel. D'accord? Là, c'est le moment de retenir le diagnostic et de traiter le diagnostic étiologique et de le traiter. C'est un traitement étiologique. C'est la prise en charge thérapeutique, c'est la mise en œuvre plus ou moins immédiate en fonction du degré de l'urgence, en fonction de la nature de l'atteinte. Une atteinte ischémique, une atteinte traumatique, voilà, c'est une atteinte infectieuse. Donc ça dépend de la nature de l'atteinte. Il y a des atteintes qui requièrent une prise en charge urgente, immédiate. Donc là, parce que s'il en agit pas immédiatement et s'il en agit pas à temps, c'est en fait le désordre qui risque de s'aggraver, d'accord, et de s'approfondir. Et là, la prise en charge, donc thérapeutique, c'est la mise en œuvre plus ou moins immédiate d'un traitement spécifique. Spécifique de quoi? Spécifique de l'étiologie qui a été à l'origine donc de ce syndrome. Donc il y a toujours une étiologie sous-jacente, d'accord, à la clinique. Et c'est ce il faut la rechercher, il faut la confirmer via les différents examens complémentaires. Parfois la clinique est largement suffisante, d'accord. Ensuite, passer à l'acte thérapeutique administré de façon plus ou moins immédiate un traitement spécifique, c'est-à-dire un traitement étiologique. Après donc ce traitement-là spécifique qui pourrait être administré en urgence, la prise en charge en rééducation du déficit et la prévention des complications liées au déficit doivent être initiées rapidement, notamment dans les accidents vasculaires cérébraux, dans les paralysies faciales également. La rééducation revêt une importance inestimable et elle est malheureusement dans notre population générale sous-estimée. Pour nous, ce qui est parti est parti. On peut jamais donc rattraper une fonction perdue, surtout dans les déficits moteurs dus aux AVC, d'accord. Donc c'est les patients qui ne conçoivent pas vraiment on va dire l'amélioration que cette rééducation fonctionnelle pourrait leur apporter. D'accord. Elle revêt une importance capitale et elle doit être initiée rapidement, c'est-à-dire après traitement étiologique, parce que ça c'est un traitement symptomatique en gros. D'accord. Voilà, juste pour schématiser, nous avons donc recueilli les différents syndromes, les différents signes, les signes et les symptômes, d'accord, c'est-à-dire les signes fonctionnels et les signes physiques, ce que le patient nous a rapporté et ce que nous avons trouvé au cours de l'examen physique du patient. Donc il y a l'interrogatoire qui est une très très bonne source de signes fonctionnels, l'examen clinique il va nous fournir les signes physiques, plus ou moins les examens complémentaires. Et là, certes, ça nous permet d'établir un diagnostic topographique, c'est-à-dire d'après la clinique, cette partie-là du système nerveux doit être atteinte. Comment puis-je confirmer ça? C'est à travers ces examens complémentaires. Les examens complémentaires vont me permettre de me fixer un diagnostic étiologique. Dès que la cause du dégât est connue, d'accord, je pourrais me débarrasser du dégât tout en traitant sa cause. Et puis, je passe à la prise en charge thérapeutique. La prise en charge thérapeutique, c'est ce qu'on vient de dire, un traitement spécifique, c'est-à-dire étiologique, doit être initié, voilà, plus ou moins immédiatement. Une petite note très importante qu'il faudrait donc connaître, et c'est une loi en neurologie. Alors, tout déficit neurologique récent, un déficit neurologique récent, quelques heures, quelques minutes, d'accord, d'installation brutale, un déficit neurologique tout simplement aigu, d'accord, aigu, qui s'installe brutalement, la brutalité de l'installation est très évocatrice,
et surtout un déficit récent. C'est un déficit, d'accord, qui s'est installé très récemment, d'accord, avant quelques heures, avant une journée, c'est tout. Ça doit faire suspecter un AVC, une origine vasculaire, d'accord. C'est un déficit d'origine vasculaire, justement, un AVC, donc qu'il soit ischémique ou hémorragique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut évoquer une origine vasculaire. D'accord. Si l'on évoque l'origine vasculaire, on saura vers quel examen complémentaire nous adresser. D'accord. Si l'on s'adresse à un examen complémentaire morphologique, fonctionnel, peu importe, nous allons trouver la cause, d'accord? Et c'est ce qu'on suspecte, d'accord? C'est ce qu'on a suspecté en clinique qu'on va rencontrer dans ces investigations complémentaires. Et là, la prise en charge diagnostique et thérapeutique doit être urgente. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pourquoi? Si je n'interviens pas à temps, les dégâts risquent de s'amplifier, les risques de s'aggraver et d'entraîner alors des lésions plus ou moins irréversibles. On passe maintenant à la paralysie faciale périphérique. En fait, dans la paralysie faciale centrale, nous avons parlé de façon générale de la démarche qu'il faudrait suivre pour retenir le diagnostic, d'accord, étiologique. Et si le diagnostic étiologique est connu, donc la prise en charge n'est pas en fait de la mer à boire. Et donc en cas de paralysie faciale périphérique, plusieurs formes cliniques peuvent être distinguées et là la pathologie est plus diverse, d'accord, par rapport à la paralysie faciale centrale. Il y a des formes idiopathiques, il y a des formes secondaires. Une forme idiopathique, c'est une forme primaire, d'accord, et dont on ne connaît pas l'origine. Mais la forme secondaire, on doit rechercher quelque part, on retrouve, c'est-à-dire l'origine sous-jacente et on traite l'origine, on se débarrasse de la paralysie. D'accord? Bien sûr, avec de la rééducation fonctionnelle, va là par la suite. On commence par la paralysie faciale aiguë idiopathique dite Afrigor, qui est de loin la cause la plus fréquente de paralysie faciale. D'accord. Pratiquement 80% des paralysies faciales sont de type Afrigor. Cette paralysie faciale, qui est en fait de loin la cause la plus fréquente des paralysies faciales, s'installe souvent le matin au réveil. Donc c'est le patient qui dort la nuit normalement. Il se portait bien la nuit, il a bien dormi. Dès qu'il se réveille, il se retrouve dans un état plus ou moins catastrophique. Donc c'est souvent à révélation matinale au réveil ou après une exposition au froid, un coup de froid, d'accord? C'est pourquoi on l'appelait Afrigor. D'emblée maximale ou progressant sur quelques heures. Parfois elle est d'installation brutale et d'emblée maximale, d'emblée forte, d'accord? La paralysie, le tableau de paralysie faciale maximale s'installe d'un seul coup, s'installe de façon donc brutale, brusquement. D'emblée maximale, comme il peut progresser sur quelques heures, donc ça reste toujours aigu. La paralysie faciale aiguë idiopathique Afrigor est volontiers précédée de douleurs rétro-auriculaires. Souvent, le malade ressent, d'accord, comme prodrome, des douleurs rétro-auriculaires, d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, d'accord, à l'intérieur du rocher. Et peut s'accompagner également d'une hyperacousie. D'accord? On ne doit pas se poser la question pourquoi, parce qu'on l'a expliqué. L'hyperacousie est en lien avec la paralysie du muscle stapédien. Point barre. Et dans environ un tiers des cas, le malade signale une sensation d'engourdissement de la face. C'est des sensations anormales. C'est des paresthésies au niveau de la face ou un engourdissement. Je préfère préciser. C'est des paresthésies, certes, mais c'est un type d'engourdissement au niveau de la face. Là, c'est au tout début, hein. C'est au tout début et c'est le plus souvent le cas. Donc, ces symptômes peuvent précéder la paralysie comme ils peuvent ne pas donc on va dire se présenter, mais ils sont le plus souvent présents. C'est un prodrome. Et puis
Cette paralysie-là, faciale aiguë idiopathique, elle est totalement isolée. C'est-à-dire, on fait notre examen neurologique, on ne retrouve que l'atteinte du nerf facial. L'examen clinique des autres nerfs crâniens, en particulier, est strictement normal, parce qu'on doit rechercher une atteinte des nerfs crâniens. D'accord? Tous les autres nerfs crâniens sont normaux. Il n'y a que le facial qui est endommagé. Et par quel mécanisme physiopathologique, d'accord, cette maladie surgit? C'est simple. C'est une neuropathie œdémateuse. Le plus souvent, c'est un processus inflammatoire qui se produit au niveau de la portion du nerf facial traversant le rocher. D'accord. Donc, c'est au niveau de cette région-là, d'accord, du nerf facial qui traverse le rocher, que le processus inflammatoire, on va dire, se met en route et que la compression du nerf, d'accord, que la compression du nerf se passe. Donc c'est une neuropathie œdémateuse, c'est un nerf qui est comprimé par de l'œdème. L'origine de l'œdème, c'est de l'inflammation, d'accord? Et le nerf est comprimé au niveau de sa troisième portion. C'est la troisième portion, c'est au niveau du rocher, au niveau de la pyramide de Pétreux. D'accord, c'est le rocher. D'accord, c'est l'une des trois parties du squelette, alors de l'os temporal. Et voilà, donc c'est l'inflammation, c'est l'œdème. Quand il y a l'œdème, le nerf est comprimé parce qu'il est dans une structure inextensible. Il est dans un os, d'accord? Il est dans un canal osseux, d'accord? S'il y a de l'œdème, il va se faire comprimer en raison de ce processus inflammatoire. Ce processus inflammatoire-là, donc soit il est dû à une exposition au froid, un coup de froid, ou parfois donc c'est d'origine virale. L'évolution de la paralysie faciale aiguë à Frigore, elle est généralement favorable, a fortiori si la paralysie est incomplète. Si la paralysie est incomplète, c'est-à-dire que nous avons une paralysie partielle, on va dire, d'accord? Il n'y a pas une atteinte totale de toutes les fonctions du nerf facial. Si la paralysie est incomplète, l'évolution serait assurément favorable. La récupération débute en 8 à 15 jours, d'accord? C'est-à-dire que le malade commence à récupérer ses fonctions faciales en 8 à 15 jours et la guérison survient en moins de 2 mois dans la plupart des cas. Avant 2 mois, dans la plupart des cas. D'accord? Dans 90 à 95% des cas, nous avons une récupération totale et parfaite en moins de 2 mois. Mais il y a toujours des cas, d'accord, des situations un peu donc préoccupantes qui surviennent dans 5 à 10% des cas, c'est le reste. La récupération est incomplète et malheureusement, il va y avoir une persistance définitive de séquelles, d'accord, irréversible. C'est la persistance du déficit, d'accord, l'une des formes du déficit va se maintenir à vie, parfois un hémispasme facial post-paralytique, un hémispasme, c'est-à-dire nous avons une hémiphase, d'accord, l'hémiphase qui a été le siège de cette paralysie faciale, donc elle va entrer en hémispasme, d'accord, c'est un spasme facial post-paralytique, et ça peut même laisser place à des mouvements syncinétiques. Voilà, quels sont ces mouvements syncinétiques-là? C'est le gonflement des joues qui entraîne la fermeture de l'œil. C'est un mouvement anormal qui est consécutif à cette paralysie faciale réfractaire, on va dire, hein. Réfractaire un peu au traitement. Plus rarement, le syndrome des larmes de crocodile secondaire à une réénervation aberrante. L'armement lors du repas. L'armement lors du repas, c'est il y a des fibres, on va dire extrafaciales, en dehors du nerf facial, qui vont venir, c'est des fibres de suppléance qui vont venir innerver les glandes lacrymales par défaut du fait que les fibres principales qui sont d'origine faciale sont alors déficitaires, ne sont plus là, on va dire.
Ces fibres vont venir suppléer alors l'absence des fibres faciales et ça va entraîner donc un syndrome de larmoiement paradoxal. C'est le syndrome des larmes de crocodile qui est secondaire à une réénervation aberrante. Parce que aberrante, c'est plus la fonction lacrymale que l'on connaissait donc avant la paralysie, parce que les larmements vont s'observer au cours des repas. D'accord. Le diagnostic de la paralysie faciale périphérique aiguë, d'accord, à frigore, idiopathique, il s'agit alors de très loin du diagnostic le plus fréquent, c'est-à-dire pour faire simple, alors dès qu'on observe, d'accord, sur le plan clinique, hein, dès qu'on observe une paralysie faciale, on évoque la paralysie faciale idiopathique à frigore. D'accord, d'accord, on doit y penser. Soit on va la confirmer par la suite, ou bien l'infirmer et rechercher une autre étiologie, parce que c'est en fait la cause la plus fréquente, c'est l'épidémiologie qui le dit. Il s'agit cependant d'un diagnostic d'élimination qu'on retiendra seulement après un bilan étiologique minimal. Là, certes, en premier lieu, on évoque la paralysie faciale idiopathique. Là, c'est incontestable, c'est indiscutable, parce que c'est la cause la plus fréquente. Mais il faut jamais, on va dire, se passer des autres étiologies. On s'en passe jamais. Il faut donc énumérer toutes les étiologies candidates, d'accord, d'être à l'origine de cette paralysie faciale, et puis on commence à les éliminer l'une après l'autre, jusqu'à ce que on arrive à l'étiologie donc idiopathique qui va être en fait retenue par élimination. C'est un diagnostic d'exclusion. En effet, environ 10% des paralysies faciales périphériques d'allure idiopathique sont en fait d'origine tumorale. Hein. D'accord, dans 10% des cas, il y a une origine tumorale. Là, comme je viens de vous dire, je n'ai pas voulu aller loin dans la physiopathie et dans les étiologies de cette paralysie faciale idiopathique qui est déjà de base idiopathique. Donc, elle peut relever de multiples étiologies. D'accord. Elle peut être d'origine tumorale, inflammatoire par exemple secondaire à un coup de froid ou d'origine infectieuse virale. Donc les étiologies sont très alors diverses, on va dire, sont très nombreuses. La prise en charge maintenant thérapeutique, voilà ce qui nous importe. D'accord, on doit savoir comment traiter parce que c'est un déficit neurologique qui est très fréquent et dans la prise en charge est très simple, on doit la connaître, d'accord, on doit la maîtriser. Ce camp du fait que nous avons un processus inflammatoire, nous avons une réponse immunitaire qui est en train de faire des flambées à l'intérieur de la pyramide pétreuse, alors on commence par prescrire une corticothérapie orale. Donc à raison de 1 mg par kilogramme par jour pendant 10 jours. D'accord, 1 mg par kilogramme par jour pendant 10 jours. Plus son instauration est précoce, c'est-à-dire dans les 72 premières heures, parce que généralement, l'administration ou le traitement est généralement administré précocement. Parce que, comme je vous l'avais dit, c'est des malades qui dorment, d'accord, la nuit, passent la nuit harmonieusement, et puis dès qu'ils se lèvent, voilà, et ils se retrouvent dans un état dramatique. Immédiatement, ils vont s'amener à consulter. Donc, au terme de toutes les explorations et la clinique, nous allons retrouver le diagnostic et administrer précocement cette corticothérapie. Et cette administration, cette instauration précoce de corticothérapie, c'est-à-dire dans les 72 premières heures, est associée à un meilleur pronostic avec des chances de récupération complète élevées. D'accord? Donc avec des chances de récupération complète plus importantes. Voilà, donc plus la corticothérapie a été administrée précocement, plus les chances de récupération sont alors rassurantes. La prévention des complications oculaires, parce qu'en fait, malheureusement, j'avais omis ce détail dans le chapitre clinique, mais
mieux vaut être tard que jamais. Nous avons la kératite. La kératite du fait de l'inocclusion de l'œil. L'inocclusion de l'œil va exposer au risque de kératite. Pourquoi? Parce que c'est l'œil qui est constamment exposé, d'accord, au milieu extérieur. Il n'y a même pas le clignement, d'accord, des yeux que l'on fait physiologiquement. Et là, la kératite doit faire l'objet d'un dépistage. On doit la rechercher, d'accord? Surtout si la paralysie faciale date de quelques jours, 2 jours, 3 jours. Là, il faut la rechercher. Vala, c'est-à-dire date d'une ancienne, on va dire, date, et d'une prévention par la prescription de larmes artificielles. Pourquoi ces larmes artificielles? Pour maintenir une bonne hydratation du globe oculaire, parce que cette exposition constante en milieu extérieur entraîne en quelque sorte une sécheresse oculaire et un pansement occlusif la nuit. D'accord? On doit se protéger l'œil la nuit du côté atteint, certes, d'accord, la nuit par ce pansement-là occlusif, c'est un pansement qui nous permet alors d'occlusionner tout l'œil, d'accord, ou on va dire la cavité orbitaire, afin alors de prévenir la survenue de cette kératite. Et dans les formes de paralysie faciale les plus sévères, c'est-à-dire dans lesquelles la récupération peut prendre beaucoup de temps, on va dire, on fait la tarsographie, c'est-à-dire que nous allons suturer chirurgicalement, c'est une suture, des deux paupières, d'accord, nous allons fermer les deux paupières transitoirement, afin de protéger l'œil de cette exposition exagérée au milieu extérieur, parce que la paupière ne peut ni se fermer ni cligner, et donc le risque de kératite augmente avec la pérennité de la paralysie faciale. Voilà, donc la tarsographie est parfois proposée, mais dans les formes les plus sévères. D'accord, d'accord. Et puis, le troisième volet, c'est le traitement médical du spasme hémifacial, qui est une complication post-paralytique qui repose sur un traitement local par injection de toxines botulitique, d'accord, juste pour induire cette myorelaxation, tout en bloquant la transmission neuromusculaire au niveau des jonctions neuromusculaires. Donc, on va injecter cette toxine botulitique qui va entraîner un relâchement musculaire et donc une disparition du spasme hémifacial. Et il faut noter que ce spasme hémifacial-là, c'est une complication post-paralytique. D'accord? Les autres causes de paralysie faciale, elles sont nettement moins fréquentes que la forme idiopathique aiguë à Frigor, parce qu'elle est de loin la plus fréquente. Je crois que je l'ai réitéré plus de 10 fois. Et nous avons les causes traumatiques, d'accord, un traumatisme qui touche le trajet du nerf facial, donc ça va entraîner une paralysie faciale. Les causes vasculaires, ischémiques. Nous avons les causes dégénératives. La sclérose en plaques est une excellente cause de paralysie faciale, d'accord. Le paralysie faciale, d'accord, est une manifestation quand même fréquente chez les patients CEP. La polyradiculonévrite aiguë, le syndrome de Guillain-Barré, voilà, c'est rare, le syndrome de Guillain-Barré, on sait bien qu'il peut s'étendre aux paires crâniennes, il peut les atteindre, mais il y a une prédilection sur d'autres paires que le facial. Les causes infectieuses, les causes métaboliques, on va parler du diabète, et les causes tumorales. Alors, les causes traumatiques, le traumatisme crânien, en fait, à 1h15, on n'a pas encore subi notre traumatisme, 1h16 minutes, le traumatisme est survenu et on est en paralysie faciale. Donc l'installation est immédiate, d'accord? Le mécanisme, soit c'est une section, c'est-à-dire que cette paralysie a entraîné une coupure du nerf facial quelque part dans son trajet, ou bien par compression, par exemple une embarrure là, ou bien un embrochage du nerf. D'accord? Et l'embrochage du nerf, c'est en quelque sorte
le, le chamboulement du nerf dans un canal osseux. Voilà, il y a toujours des structures osseuses qui interviennent dans ce mécanisme. Ou bien, d'accord, différer. La paralysie faciale peut être différée, c'est-à-dire que après quelques heures du traumatisme crânien, après quelques jours, c'est une compression par œdème post-traumatique. Le traumatisme a entraîné un œdème et l'œdème va comprimer le nerf facial. Cette compression du nerf facial sera à l'origine d'une paralysie faciale. D'accord. Les examens à demander systématiquement dans le cadre alors d'une paralysie faciale, soit immédiatement consécutive au traumatisme crânien, ou bien c'est post-traumatique un peu à distance, hein, d'accord, le temps que l'œdème se constitue. Les examens à demander systématiquement, c'est le scanner cérébral. Bien sûr, on fait traumatisme crânien, TDM cérébral en urgence, à la recherche d'une fracture traumatique du rocher, la pyramide pétreuse, d'accord, qui renferme quand même une bonne partie du trajet du nerf facial, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, et je ne m'empêche pas de vous le remontrer encore, voilà, pour retenir. Voilà. Voilà le segment quand même intracrânien et extra-osseux, on va dire. Et puis voilà le segment donc intrapétreux qui traverse le rocher. Et puis il y a le segment extracrânien, c'est le nerf facial qui sort par le méa acoustique interne. Il commence à se ramifier, à se distribuer aux différents organes cibles, on va dire, hein. Le scanner cérébral, c'est très important de le faire dans le cadre d'urgence, non seulement pour explorer ce traumatisme crânien, et surtout à la recherche d'une fracture traumatique du rocher, voilà, qui va entraîner soit une section, soit une compression, un embrochage du nerf facial, d'accord? Parce que il y a un long segment du nerf facial qui traverse ou qui franchit cette pyramide pétreuse. On fait une otoscopie, d'accord, via un otoscope, on recherche une rupture du tympan ou du conduit auditif, une fuite du LCR ou du LCS, du liquide cérébrospinal, c'est ce qu'on appelle une otorrhée ou une otorragie, d'accord? Donc un saignement de l'oreille. On fait également une audiométrie tonale. L'audiométrie, c'est pour éprouver l'acuité visuelle, plutôt auditive et vocale à la recherche d'une surdité totale ou d'une surdité de transmission associée à la paralysie faciale. C'est surtout l'autoscopie, d'accord, on l'a fait bon, à la recherche d'une rupture traumatique du tympan, d'un conduit ou du conduit, ou d'une fuite du LCS à travers l'oreille. C'est ce qu'on appelle une otorrhée ou une otorragie. Donc l'otorrhée, c'est un liquide clair qui coule par l'oreille. L'otorragie, c'est du sang. D'accord, c'est un saignement, c'est du sang. L'audiométrie tonale et vocale, c'est à la recherche d'une surdité totale ou d'une surdité de transmission. Il y a des surdités totales de perception et de transmission. C'est surtout la surdité de perception. Voilà, peu importe sa cause, donc parce que le traumatisme crânien peut toucher à tout, d'accord? C'est en fonction du siège du traumatisme. Là, bien sûr, on est toujours conditionné par le contexte clinique, c'est-à-dire le siège de ce traumatisme, dans quelles circonstances est survenu, etc. Les signes de la paralysie, présence d'autorragie, d'autorrhée, etc., etc. Et nous avons en fait cette audiométrie tonale qui nous permet de rechercher une surdité totale ou une surdité de transmission associée à la paralysie faciale. Le traitement, alors c'est le traitement du traumatisme. Le plus souvent, il est chirurgical vu la valeur fonctionnelle de l'oreille interne. Si nous avons une symptomatologie auditive, la chirurgie s'impose de façon incontestable. Et les corticoïdes peuvent être proposés pour les paralysies d'apparition secondaire parce que c'est un mécanisme œdémateux, d'accord? On administre un anti-œdémateux à type de corticoïde et l'œdème il va s'estomper au fur et à mesure. La paralysie faciale également va disparaître et le patient récupère. Les causes vasculaires, l'origine vasculaire est associée
devant l'association d'une paralysie faciale à une hémiplégie contralatérale, respectant la face. D'accord. C'est le syndrome alterne du tronc cérébral par atteinte de la protubérance. Là, j'ai toujours affirmé donc aux étudiants de se concentrer sur l'anatomie en neurologie. Parce qu'en fait, l'anatomie du système nerveux est l'ombre de la clinique neurologique. D'accord. Là, dans la paralysie faciale centrale, je vous avais dit que il y aura une paralysie faciale centrale avec une hémiplégie ou une hémiparésie homolatérale. Là, c'est contralatéral. Et cela ne s'explique que par l'anatomie. L'origine vasculaire est évoquée lorsque nous avons une paralysie faciale périphérique, associée à une hémiplégie contralatérale. Et cette hémiplégie contralatérale va respecter la face. C'est le syndrome alterne du tronc cérébral parce que, pourquoi? En fait, la paralysie faciale est périphérique parce que la lésion est infranucléaire. Donc, c'est au niveau du tronc cérébral par atteinte de la protubérance, soit des noyaux, soit des fibres qui en sont issues. D'accord? Et là, le syndrome alterne va s'exprimer par une paralysie faciale périphérique homolatérale à la lésion, homolatérale au dommage structurel d'origine vasculaire et une hémiplégie contralatérale au dommage structurel, à la lésion. D'accord? Voilà, c'est un syndrome alterne. C'est quoi la définition d'un syndrome alterne? Le syndrome alterne, c'est une atteinte pyramidale contralatérale à la lésion associée à une atteinte homolatérale à la lésion d'un ou plusieurs nerfs crâniens. La sclérose en plaques, là certes, donc en faisant le stage de neurologie, on aurait examiné des dizaines de patients de sclérose en plaques. La paralysie faciale est rarement inaugurale du sclérose en plaques parce que nous avons le plus souvent des troubles moteurs, des troubles sensitifs, la névrite optique rétrobulbaire, etc. Donc il y a des manifestations inaugurales qui sont, en fait, on va dire, monotones, parce qu'elles sont le plus souvent observées chez, on va dire, la plupart des malades. Et la paralysie faciale est rarement inaugurale, mais peut être inaugurale d'une sclérose en plaques. D'accord? Raison pour laquelle il faudrait la rechercher dans un contexte évocateur. Un patient jeune, une femme jeune, peut-être d'autres maladies auto-immunes associées, etc. Il y a plein, en fait, c'est tout un cours à part. Elle représente un signe de poussée chez une sclérose en plaques connue. Chez une sclérose en plaques connue, c'est un signe de poussée. Parce que la poussée, c'est quoi? Soit c'est la réapparition des symptômes antérieurs, ou leur aggravation, ou l'apparition de nouveaux symptômes. D'accord. Et là, la paralysie faciale peut être un signe de poussée. D'accord. Apparition d'une nouvelle atteinte à type de paralysie faciale. Et dans l'histoire clinique, on va retrouver une dissémination spatiale. Et la dissémination spatiale, c'est un concept clinique et radiologique. C'est l'atteinte multifocale du système nerveux évoquant une poussée de sclérose en plaques. C'est un concept qu'on peut palper cliniquement, comme on peut le palper radiologiquement via l'IRM cérébral, c'est la multifocalité des lésions. Il y a également la dissémination temporaire qu'on peut également éprouver ou qu'on peut, on va dire, confirmer via l'IRM cérébral. Une régression trop rapide d'une paralysie faciale à frigore et l'apparition de myochymie d'accord facial doivent attirer l'attention. Donc là, le plus souvent, quand c'est inaugural, donc si c'est un malade de sclérose en plaques connu, là, il n'y a aucun souci. Directement, on sait que c'est une poussée de sclérose en plaques. On administre notre bolus de corticoïdes, etc. Et on s'en tape. Mais lorsque c'est inaugural, parce que c'est une manifestation inaugurale rare d'une sclérose en plaques, d'accord? La sclérose en plaques,
qu'on va dire s'inaugure ou commence rarement par une paralysie faciale. Et quand cette paralysie faciale, d'accord, inaugurale, n'a pas été prise comme étant inaugurale de sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé du tout à une sclérose en plaques, qu'est-ce qui nous fait penser à une sclérose en plaques, bien qu'initialement on n'y a pas pensé? C'est la régression trop rapide de la paralysie faciale. C'est une poussée, d'accord. La poussée, elle s'estompe rapidement. Et l'apparition de myokimies. Et les myokimies, c'est des petites contractions musculaires régulières qui doivent, faciales, hein, donc c'est en niveau facial, qui doivent attirer l'attention. Voilà qu'est-ce qu'une myokymie. Ça ne veut pas marcher. Voilà la myokymie. Vous voyez ces contractions régulières régulière au niveau de la paupière inférieure. Malheureusement, je n'ai pas vraiment pu vous montrer clairement la chose, mais je vais essayer de, de vous mettre alors cette vidéo plus tard dans la chaîne. La quatrième cause, alors après, on va dire la paralysie faciale idiopathique afrigore ou la paralysie faciale aiguë idiopathique, c'est la polyradiculonévrite aiguë, c'est le fameux syndrome de Guillain-Barré. On sait bien que le Guillain-Barré, c'est un, on va dire, c'est un syndrome neurogène périphérique qui est d'origine dysimmunitaire et qui peut, en fait, il touche les nerfs périphériques somatiques, d'accord, et il peut également toucher les nerfs crâniens. Et la paralysie faciale est en général au second plan du tableau clinique, d'accord, c'est au second plan que la paralysie faciale apparaît. Et dans ce syndrome de Guillain-Barré, la symptomatologie de la paralysie faciale va dominer ou va prédominer sur les troubles sensitivo-moteurs des membres et la réflexie ostéotendineuse. D'accord. La récupération complète est de règle, d'accord, donc la récupération est complète, mais la paralysie faciale dans ce cas-là, c'est des troubles sensitivo-moteurs, d'accord, des membres. Pardon, là je me trompe d'une manière inexpiable. La paralysie faciale va faire suite aux troubles sensitivo-moteurs des membres et la réflexie ostéotendineuse. Dans le syndrome de Guillain-Barré, c'est surtout l'atteinte des réflexes et les troubles sensitivo-moteurs qui apparaissent au niveau des extrémités, etc., qui dominent le tableau clinique du Guillain-Barré. Et l'atteinte des nerfs crâniens survient en second plan, et notamment celle du nerf facial. La récupération complète de la paralysie faciale est de règle. Et puis, la paralysie faciale, au cours du syndrome de Guillain-Barré, peut être bilatérale et s'inscrire dans un tableau de déplégie faciale. Et cette déplégie faciale peut être symétrique comme elle peut être asymétrique, c'est-à-dire il y a une atteinte bilatérale, mais il y a une prédominance sur un côté et non pas sur l'autre. La paralysie faciale au cours du syndrome de Guillain-Barré peut s'accompagner d'une paralysie d'autres nerfs crâniens. Exemple, paralysie du carrefour vélo-pharyngo-laryngé qui va imposer une surveillance rapprochée et des mesures de réanimation symptomatiques parce que c'est des malades qui ne peuvent pas déglutir normalement, ils peuvent même développer des troubles, donc des fausses routes, des pneumopathies d'inhalation, etc. Donc ils doivent être mis sous une surveillance rapprochée avec des mesures de réanimation symptomatique. Les causes infectieuses qui sont diverses et de contextes variés, là j'ai essayé un petit peu de faire la synthèse. On va parler du zona de Ramsay-Hunt. Le zona du Ramsay-Hunt, le zona c'est une infection virale qui est due au virus herpès, on va dire herpès simplex 3, d'accord? C'est varicelle zoster virus, d'accord? C'est le virus également responsable de la varicelle et c'est la réactivation de ce virus après avoir fait une varicelle
qui est à l'origine de ce zona-là. Le zona du ganglion géniculé, d'accord, qui est le ganglion sensitif où siègent les corps cellulaires des neurones qui desservissent la région de Ramsay-Hunt, d'accord, de Ramsay-Hunt. Et une fois alors le virus de ce ganglion se réactive, il commence à parcourir alors ces terminaisons, on va dire des fibres nerveuses de la périphérie du centre vers la périphérie, ça va entraîner alors une éruption vésiculeuse très douloureuse au niveau de la zone de Ramsay-Hunt, c'est-à-dire au niveau du congle oreille externe, conduit auditif externe, et nous avons également alors le pavillon de l'oreille. La paralysie faciale est en règle massive et ce qui la marque le plus, c'est la douleur qui est atroce. Douleur à type de brûlure, d'accord, avec une atteinte auditive. Ça donne une atteinte auditive. Un traitement par un antiviral, dans ce cas-là, est indiqué, d'accord, c'est l'aciclovir. Voilà, on va administrer ce traitement-là pour pouvoir faire face à cette infection qui est invalidante de par alors les douleurs qu'elle suscite. Elle peut parfois en fait laisser en fait des douleurs post-zostériennes, d'accord, qui peuvent durer des mois et des mois sans s'adoucir. L'écoulement auriculaire ou l'hypertrophie de la parotide, si nous avons une hypertrophie de la parotide avec un écoulement auriculaire, donc il y a du liquide qui coule par l'oreille, font évoquer une pathologie ORL, notamment une mastoïdite, une parotidite ou une tumeur parotidienne. Donc les oréans, la mastoïdite ou une tumeur parotidienne. D'accord? Donc là, c'est clair. Donc, dès que nous avons une hypertrophie de la parotide, on doit y penser. Dans un contexte fébrile et a fortiori un syndrome méningé, une raideur nucale, des douleurs qui sont rebelles, des céphalées qui sont rebelles aux antalgiques classiques, qui sont en casque, qui intéressent toutes les deux hémisphères, toute la tête, donc avec l'attitude caractéristique en chien de fusée. Donc tout ça nous permet alors d'objectiver ce syndrome méningé physique et fonctionnel, orientant vers une méningo-radiculite. Dans la méningo-radiculite là, donc une méningite et radiculite, laquelle impose une étude du LCS. L'étude du SCS, c'est l'étude bactériologique du liquide cérébrospinal. On va faire une ponction lombaire et on va adresser alors le prélèvement donc, du liquide cérébrospinal à un microbiologiste, lequel donc il va mener une recherche de bactéries ou de virus. Les virus qui pourraient donner alors ces méningo-radiculites qui sont le plus souvent de bons pronostics, d'accord, qui ne nécessitent même pas un traitement spécifique particulier. C'est le Coxsackie, l'herpès, les oréans. L'herpès, là, c'est une exception parce que la méningite herpétique peut être très très dangereuse et son traitement n'est pas que symptomatique, il repose sur un antiviral qui est l'aciclovir injectable en intraveineux. Et si nous avons un placard érythémateux sur le corps et ou une notion de piqûre de tique, d'accord, il y a une tique qui nous a piqué avant quelques jours, dans les jours ou les semaines précédentes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évoquer la borréliose de Lyme. C'est la méningo-radiculite de Lyme, ou c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant, à symptomatologie neurologique et cutanée. Cutanée, c'est un placard érythémateux migrant, c'est l'érythème migrant sur tout le corps. Et sur le plan neurologique, on va faire une ponction lombaire, étude du LCS, d'accord, car la paralysie faciale peut être révélatrice d'une méningo-radiculite de Lyme, qu'on va confirmer par les sérologies. D'accord, on va confirmer parce que c'est une infection bactérienne. Voilà, dans la confirmation est purement sérologique. Donc, on fait l'étude du LCS, d'accord, à la recherche alors de bactéries dans le liquide cérébrospinal. C'est une méningo-radiculite bactérienne de Lyme. Et on fait également la sérologie pour confirmer le diagnostic au cours de l'infection par le VIH également. Donc chez les patients infectés au VIH,
La paralysie faciale est fréquente, parfois elle est bilatérale. Elle peut apparaître à tous les stades et elle peut relever de multiples étiologies, en particulier lors de la séroconversion. D'accord. En particulier lors de la séroconversion, c'est-à-dire lors de la positivation sérologique, le liquide cérébrospinal est souvent anormal, avec en particulier une augmentation des gamma-globulines, d'accord, dans le liquide cérébro spinal au cours du VIH. Là, c'est de façon générale parce que dans le VIH, on aurait détaillé la chose en long et en large parce que dans chaque stade de la maladie, dans chaque stade évolutif de cette infection, on peut avoir une paralysie faciale, mais d'étiologie bien spécifique, des paralysies faciales qui peuvent survenir dans les stades ultérieurs et qui auraient donc des étiologies aussi différentes. D'accord? Le syndrome de Ramsay-Hunt de type 2, le syndrome de Ramsay-Hunt de type 2, c'est le zona du ganglion géniculé, réactivation du VZV. Le VZV, c'est le virus donc herpétique de la varicelle et du zona. Donc, il est resté latent au niveau du ganglion géniculé et à la faveur d'un facteur, on va dire, déclenchant ou réactivant le virus. Donc, l'éruption va apparaître au niveau de la zone de Ramsay-Hunt occasionnant une paralysie faciale. D'accord? Occasionnant une paralysie faciale. Donc voilà la paralysie faciale, le côté de la paralysie faciale, effacement des rides frontales, effacement du pli nasogénien. Lors du sourire, c'est la bouche qui est tirée donc remarquablement vers le côté sain. Et là, donc, voilà. Les pathologies ORL, donc quand nous avons un écoulement au niveau de l'oreille, il faut surtout une hypertrophie de la parotidite, d'accord? La mastoïdite, c'est surtout purulent au niveau de l'oreille, d'accord? La parotidite, c'est les oreillons, ou une tumeur parotidienne, donc là, c'est l'hypertrophie de la parotide et l'écoulement au niveau de l'oreille qui nous fait alors évoquer une étiologie ORL. La méningo-radiculite de Lyme, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc souvent, il y a un placard érythémateux qui peut s'étendre à travers tout le corps avec la présence souvent d'une morsure de tique, d'accord, comme antécédent dans les jours ou les semaines précédentes. Il s'agit d'une tique qui va venir nous inoculer une bactérie. Voilà, et qui peut conduire à de graves complications neurologiques et articulaires, pas que ça, hein. Donc ça peut entraîner donc, des troubles cardiaques, ça peut entraîner des douleurs articulaires, une symptomatologie digestive à type de vomissement, bien sûr de l'asthénie, des migraines et de la fièvre également, parce que c'est une étiologie en fait infectieuse bactérienne, pérogène. La bactérie inoculée au niveau alors donc du siège de la morsure va être transmise au système nerveux, va en fait atteindre le système nerveux et entraîner une méningo-radiculite de Lyme. D'accord? C'est une méningo-radiculite d'origine infectieuse, donc bactérienne secondaire à cette piqûre ou cette piqûre ou morsure de tique. Les causes métaboliques, on va essentiellement parler du diabète. Au fait, le diabète est une cause métabolique non négligeable de paralysie faciale et c'est la plus fréquente. Parfois, elle révèle le diabète, hein, d'accord? Parfois, elle est révélatrice du diabète quand le diabète est mal connu, d'accord? Le diabète est en train d'évoluer dans le corps du malade sans que celui-ci ne s'en rende compte, et là, c'est un souci. Il va le déceler un jour, mais à un stade assez tardif. C'est au stade de neuropathie diabétique. Ici, la paralysie faciale peut en être l'exemple. L'atteinte du nerf facial est néanmoins plus rare que celle des nerfs oculomoteurs. La neuropathie diabétique, en termes de nerfs crâniens, elle aime les nerfs oculomoteurs, notamment le 3 et le 6. D'accord, notamment le 3 et le 6. D'accord, mais elle peut également frapper le nerf facial.
Les maladies inflammatoires générales, c'est les maladies systémiques. On va essayer de citer la sarcoïdose. En cas de sarcoïdose, il va y avoir une infiltration du nerf facial et la sarcoïdose ou l'atteinte faciale au cours de la sarcoïdose est une atteinte de prédilection. C'est une atteinte très fréquente des localisations sur les autres nerfs crâniens. Elle peut faire déceler la maladie, elle peut inaugurer la maladie. L'association d'une parotidite à une éridocéclite constitue le syndrome d'Herford. Donc quand nous avons une parotidite, d'accord, une parotidite, d'accord, et une éridocéclite avec parotidite avec des signes de paralysie faciale, on est devant le syndrome d'Herford. Chose qui n'est pas en fait vraiment importante à retenir, mais c'est bien de la connaître. Et nous avons ce syndrome-là de Melkerson-Rosenthal, dans lequel la paralysie faciale, qui est d'allure essentielle, idiopathique, primaire et récidivante, d'accord, s'associe à une infiltration cutanéo-muqueuse de la face, des lèvres, avec une langue plicaturée. C'est une langue dite scrotale et des antécédents familiaux identiques. D'accord, c'est également donc une maladie générale qui occasionne une paralysie faciale. Nous avons les causes tumorales. Dans quelle situation on suspecte ou on évoque une origine tumorale de paralysie faciale? C'est lorsque la paralysie faciale s'installe progressivement, surtout en cas d'atteinte d'un ou plusieurs nerfs crâniens ipsilatéraux, d'accord, homolatéraux, une nerf facial, une hypoesthésie cornéenne, une hypoacousie, donc il y a une atteinte déjà de l'audio vestibulaire, une hypoesthésie cornéenne, une atteinte du nerf facial, c'est les tumeurs de l'angle pantocérébelleux, euh, dans le fameux neurinome de l'acoustique, qui est alors l'une des tumeurs les plus délicates de la base du crâne. Le neurinome de l'acoustique, c'est un schwannome, donc il se développe aux dépens des cellules de Schwann. Nous avons les gliomes du tronc cérébral, les métastases de la base du crâne, donc des cancers à distance, les cancers du poumon, les cancers du rein, les cancers digestifs également, et nous avons également le cancer du sein qui peut faire des cérébrales, des métastases au niveau de la base du crâne, donc c'est l'endroit où les différents nerfs crâniens s'enchevêtrent, et donc là, le nerf facial peut être victime à ce niveau-là. La méningoradicule carcinomateuse, dans le cancer du sein, c'est ce qu'on appelle la méningite carcinomateuse, c'est-à-dire c'est une méningite, méningoradicule, qui est induite par le cancer ou l'extension du cancer dans le cerveau. Voilà donc les différentes causes tumorales qui pourraient être à l'origine d'une paralysie faciale. Et là, en fait, du fait que nous avons beaucoup d'étiologies, donc un long spectre d'étiologies qui pourrait donner une paralysie faciale, comment allons-nous faire la filtration? C'est en fonction de la clinique. Le contexte clinique, si nous avons une femme donc âgée de 50 ans sous hormonothérapie, mastectomisée depuis 5 ans, elle a reçu sa cure de chimiothérapie, radiothérapie, qui présente alors des signes de paralysie faciale qui se sont installés, c'est-à-dire qui ont mis du temps pour s'installer, c'est une installation progressive. Là, on évoque une paralysie faciale d'origine tumorale métastatique. C'est une compression. Et puis, on va rechercher, d'autant plus si l'on retrouve des signes d'atteinte d'autres nerfs crâniens. Là, c'est pratiquement, on est sûr que c'est d'origine tumorale, c'est une métastase, parce que voilà, on va éliminer les causes infectieuses, la frigore, on va éliminer le reste. Voilà comment il faudrait s'orienter. Il faut s'autodiriger devant la clinique. L'atteinte du nerf facial au cours de l'évolution d'une tumeur parotidienne doit faire craindre une nature cancéreuse. Si nous avons une tumeur parotidienne, d'accord, avec une atteinte du nerf facial, d'accord, qui a toujours accompagné cette tumeur parotidienne ou cette hypertrophie parotidienne, là il faudrait s'inquiéter. Donc il faut explorer cette tumeur parotidienne parce qu'elle fait craindre ou elle fait, on va dire, évoquer, suspecter une nature cancéreuse.
En cas de paralysie faciale bilatérale, la diplégie faciale dont je vous avais parlé dans le chapitre clinique, c'est les causes précédemment citées. C'est le syndrome de Guillain-Barré, d'accord? Voilà, parce que le syndrome de Guillain-Barré, généralement, il prédomine sur les extrémités avec une atteinte donc des réflexes ostéotendineux, etc. La borréliose de Lyme, d'accord, la méningo-radiculite infectieuse bactérienne de Lyme, donc c'est les bactéries Borrelia qui vont entraîner tout ça. L'infection par le VIH à n'importe quel stade de la maladie. Le syndrome de Melkerson-Rosenthal également dont je vous ai parlé dans les maladies générales, dans les maladies systémiques. Alors, enfin, on est arrivé à la conclusion. Alors de ce cours, on va essayer de synthétiser un petit peu alors tout ce que nous venons de voir. Voilà, depuis l'introduction jusqu'aux étiologies. Alors, le déficit facial central dû à une lésion supranucléaire des fibres cortico-faciales, c'est-à-dire les fibres du faisceau géniculaire ou du faisceau cortico-nucléaire qui sont destinées en nerf facial. C'est une paralysie qui va prédominer sur le territoire facial inférieur et qui va s'associer volontiers à une hémiparésie, voire une hémiplégie ipsilatérale. Mais la paralysie faciale périphérique touche autant le territoire du facial supérieur que celui du facial inférieur et et quand elle est d'origine vasculaire, elle va être associée à une hémiplégie contralatérale et cela est observé au cours des AVC du tronc cérébral. Donc, c'est les atteintes protubérantielles d'origine vasculaire. D'accord? Et là, c'est strictement anatomique. Il faudrait maîtriser l'anatomie pour comprendre pourquoi c'est ipsilatéral dans le déficit facial central et c'est contralatéral dans la paralysie faciale périphérique. C'est de la pure anatomie. Il faut comprendre les voies pyramidales, où est-ce qu'elles vont décusser, d'où est-ce qu'elles viennent et où est-ce qu'elles vont finir et qu'est-ce qu'elles font et plein de choses. Les causes des paralysies faciales périphériques, la plus fréquente est de loin la paralysie idiopathique à Frigore qui s'installe en quelques heures. Elle est aiguë au jour, elle est totalement isolée, c'est-à-dire que l'examen des autres paires crâniennes donc revient normal. Le traitement est codifié, on protège la cornée, donc un pansement la nuit, comme on peut faire une suture alors des paupières, donc à titre préventif dans les formes sévères. La corticothérapie orale d'instauration urgente et plus celle-ci a été instaurée donc précocement, plus le risque alors de complications irréversibles est faible, avec guérison en quelques semaines dans 90% des cas, bien qu'il y ait quelques formes alors, on va dire, de mauvais pronostics qui laissent alors des séquelles invalidantes. Les autres causes variées, donc les causes traumatiques, c'est traumatisme crânien, d'accord, par multiples mécanismes. Il y a en fait soit donc c'est post-traumatique immédiatement, donc c'est soit une section, soit donc un embrochage, soit une compression, ou bien donc c'est post-traumatique tardif, c'est l'inflammation alors secondaire au traumatisme qui a mis en place un œdème et cet œdème va comprimer alors le nerf facial. Les causes vasculaires, on en a parlé, donc la sclérose en plaques également, la paralysie faciale peut être inaugurale, rarement de sclérose en plaques, mais elle est le plus souvent le signe d'une poussée de sclérose en plaques. La polyradiculonévrite aiguë, on en a parlé. Les causes infectieuses, il faut surtout alors se fixer en tête le zona du ganglion géniculé, les pathologies oreilles, les parotidites, les mastoïdites et les cancers parotidiens. Et nous avons la méningo-radiculite bactérienne à l'instar de la méningo-radiculite alors de Lyme, c'est la borréliose de Lyme, les méningo-radiculites virales, le virus ourlien, l'herpès, d'accord, dans les traitements par acyclovir injectable en urgence est indispensable. Et nous avons des maladies de système à l'instar de la sarcoïdose et du syndrome de Melkerson-Rosenthal. Alors, nous avons finalement pu terminer ce cours. J'espère que j'ai pu vous apporter alors
quand même suffisamment d'informations sur les paralysies faciales et cela, certes, ce n'est qu'une goutte alors de l'océan des paralysies faciales. C'est ce qu'il faut connaître de façon, on va dire, globale sur les paralysies faciales parce que nous n'avons pas eu assez de temps pour nous approfondir dans chaque étiologie, expliquer la physiopathe, etc. Ça aurait été plus intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas donc aller plus que ça dans ce cours ou aller plus loin. Et donc là, je n'ai qu'à vous exposer donc les sources bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour alors confectionner ce cours. Et in fine, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces enregistrements-là vous seront alors bénéfiques et utiles. Il ne faut jamais oublier que les paralysies faciales sont un excellent sujet d'écosse, surtout dans les terrains cliniques, donc il faut les maîtriser, surtout la paralysie faciale africaine, parce qu'elle reste en fait de loin la cause la plus fréquente alors des paralysies faciales. Et à bientôt.